Bienvenue dans le guide ultime, les 24 principes essentiels à connaître aux échecs. On est parti. Le premier principe, c'est de contrôler bien sûr le centre. C'est ce que font ici les blancs, vous voyez, et non pas les noirs. Les blancs, ils ont mis 2 pions dans le carré magique, 0 pour les noirs. Et ça permet quoi quand vous avez le centre? Regardez, vous avez les meilleures cases pour placer vos pièces. Ici, les noirs sont extrêmement serrés, vous voyez. Parce que vous avez pris le centre, les noirs, ils sont juste sur 3 rangées. Par exemple, c'est quoi la conséquence? Quand on regarde par exemple la dame D8, elle a aucune case où aller. Pareil pour également le fou C8, il a aucune case où aller. A l'inverse, parce que vous avez pris le centre avec les blancs, vous avez énormément d'espace et donc la grande liberté de choisir les meilleures cases pour vos pièces. Là, on voit que les homologues pour les blancs, hein, le fou C1 et la dame D1, et bah eux, ils ont énormément de choix sur où est-ce qu'ils veulent aller. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est de développer rapidement vos pièces aux échecs, notamment sur les positions les plus centrales. Pourquoi on développe les pièces? Et bah parce qu'en fait, les pièces de base, sur leur case initiale, elles sont pas forcément très actives. Vous voyez, ici, le cavalier en G8, quand il est au bord, il contrôle que 3 cases. Versus ici, un cavalier qui est développé au centre, qui contrôle ici 8 cases. Et c'est vrai pour la plupart des pièces. Par exemple, vous voyez, ici, le fou F8, il a ces diagonales qui sont relativement fermées. C'est le résultat d'une pièce qui n'est pas développée. Et c'est l'inverse pour le fou C4. Par exemple, ici, vous voyez, si les noirs jouent E5, regardez ce qui se passe. La diagonale des blancs, les deux diagonales du fou C4 sont bien ouvertes. Par exemple, on a une séquence comme fou B5 et hop, on gagne ici la tour A8. Ça, c'est le résultat de pièces qui sont placées au centre et qui sont beaucoup plus actives au centre parce qu'elles contrôlent plus de cases que quand elles ne sont pas développées sur leur case initiale. D'où l'importance de développer vos pièces rapidement aux échecs. Le troisième principe, c'est quoi? C'est que c'est bien de développer ces pièces, mais attention à ne pas jouer 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Ici, une grosse erreur que je vois souvent chez les débutants, c'est qu'ils veulent tout de suite commencer à attaquer l'adversaire avec la même pièce. Ici, par exemple, le cavalier qui est sorti en F3, tout de suite on le met en G5. Ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, aux échecs, quand vous allez attaquer une cible, bah, il est important que pour pouvoir capturer cette cible, vous ayez plus d'attaquants que de défenseurs. Or, si vous y allez tout seul, et bah à chaque fois, vous aurez qu'un seul attaquant, et ce sera jamais assez, parce que ce sera défendu suffisamment par l'adversaire. Donc c'est pour cela qu'il faut plutôt privilégier le développement de l'ensemble des pièces et uniquement après vous attaquez les cibles et quand vous aurez plus d'attaquants que de défenseurs et ben là vous allez enfin réussir à pouvoir manger les cibles. L'autre inconvénient bien sûr quand on attaque tout seul avec une seule pièce, c'est que comme on y va un peu avec juste un seul fantassin, bah, très souvent on se prend juste un petit coup qui nous dit bah écoute rentre chez toi et là malheureusement le cavalier G5 parce qu'il attaque tout seul il peut pas manger en F7 et donc il rentre à la maison et au final on a perdu du temps à vouloir attaquer tout seul, on est parti et revenu pendant que les noirs ils ont développé leurs pièces et ils ont mis leur roi en sécurité. Le quatrième principe il est important, c'est de ne pas sortir la dame trop tôt. Je vois beaucoup de gens qui font dame H5 pour essayer de faire le fameux mat du berger avec ici fou C4 et dame prend F7. C'est une erreur, pourquoi? Parce qu'en fait la dame, c'est une pièce qui est extrêmement puissante, et donc le problème quand on la sort trop tôt, c'est qu'elle se fait harceler par les pièces adverses, et donc ça permet à l'adversaire de développer son armée en gagnant des temps sur notre dame. Ici, par exemple, les noirs, ils jouent K et C6 pour défendre ici le pion E5, on joue fou C4 pour essayer le mat du berger, avec dame prend F7 échec et mat, on part avec G6, dame F3, on menace encore dame prend F7 échec et mat, et ici on fait cavalier F6, et par exemple, si on joue K et C3, regardez, cavalier D4, et les noirs, ils arrivent à centraliser leur cavalier en gagnant en plus des temps sur la dame blanche qui est obligée de rentrer à la maison. Donc vous voyez ici comment grâce à cause de cette sortie de dame trop précoce, on a permis aux noirs de développer leurs pièces avec gain de temps. Ils ont même plus de pièces développées que les blancs, alors que c'est les blancs qui débutent ici aux échecs. Donc ça, c'est le cinquième principe. Le sixième principe, il est assez important, c'est attention à ne pas ouvrir le centre quand vous avez votre roi qui est toujours au centre. Ici, avec les noirs, on pourrait être tenté de jouer D5 en se disant que bah, on prend le centre comme ça, mais le problème c'est que, attention, on ouvre le centre alors que le roi noir est toujours au centre, c'est très risqué. Par exemple, E prend D5, KI prend D5, et tout de suite D4, les blancs qui vont chercher à ouvrir la position pour mettre en évidence la faiblesse de ce roi qui est toujours centralisé.
Et ici, les noirs prennent en D4. On fait par exemple tour E1. Et là, vous voyez, directement, on vient attaquer le roi noir. Et ça, c'est un inconvénient quand on a ouvert le centre. Et que notre roi est toujours au centre. Les noirs jouent ici fou E7. Et bim, on joue fou H6. On empêche le petit roc. Et donc, le roi noir est condamné ici à rester au centre. On joue fou E6, peut-être pour se diriger vers un grand roc. Mais cavalier prend D4. On menace ici de manger en E6. Les noirs reprennent. Dame prend D4. On menace ici la tour en H8. Et si par exemple on joue fou F6, juste pour illustrer mon propos, regardez ce qui se passe. Dame prend D5. Et en fait, quand vous faites dame prend D5, fou prend D5, et il n'est jamais possible de récupérer le fou parce que le fou est cloué. Et il est cloué pourquoi? Bah parce que le roi noir est toujours au centre. Donc ça illustre un petit peu les difficultés typiques que l'on peut avoir lorsqu'on garde le roi au centre et que malheureusement on ouvre la position au centre. Et du coup, le sixième principe, vous le comprenez bien, hein, c'est de mettre le roi en sécurité assez rapidement. Donc là, par exemple, typiquement, au lieu de faire ce D5 un peu trop précoce, les noirs, ils auraient mieux fait de faire petit roc d'abord et uniquement après de jouer D5. Et là, c'est très différent. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on joue D4, et ben maintenant les noirs peuvent juste faire E prend D4. Et quand vous jouez tour E1, il n'y a pas du tout de roi en E8 que vous venez titiller. Donc d'abord, c'est pour cela qu'on met le roi en sécurité et éventuellement après, on va ouvrir le centre. Le septième principe, c'est quoi? C'est attention à ne pas bouger les pions de votre roi qui a fait petit roc trop tôt pour aucune raison. Là, par exemple, G4, ce serait une grosse erreur parce que ça met le roi blanc extrêmement en danger. Il a vraiment besoin de ses pions pour être en sécurité. Si vous faites G4, ce qui va se passer très souvent, c'est que l'adversaire, il va vous proposer un échange de pions qui va soit du coup faire disparaître les pions qui sont devant votre roi et donc votre roi sera un peu à nu. Et si vous poussez davantage vos pions, bah en fait, vos pions, ils vont devenir extrêmement fragiles parce qu'ils seront très proches du camp adverse. Donc là, par exemple, c'est le cas, vous voyez, le pion G5, il est trop avancé, on a du mal à le défendre, donc on aimerait peut-être jouer H4 pour le défendre 2 fois, alors qu'il est attaqué 2 fois, mais regardez, à nouveau, les noirs proposent un échange de pions, et là, on ne peut plus défendre le pion G5, donc on doit prendre en F6, dame prend F6, et vous voyez, c'est un drame. Maintenant, le roi blanc est à nu, et on est quasiment au bord de l'échec et mat, avec toutes ces pièces qui sont à proximité ici du roi blanc. C'est le résultat typique d'une poussée trop précoce des pions FGH devant le roi qui a fait petit roc. Donc à éviter. Ensuite, le huitième principe, c'est quoi? C'est faire très attention au clouage de votre cavalier qui est à proximité de votre petit roc. Ce genre de clouage fou G4 qui cloue votre cavalier et derrière il y a la dame, c'est extrêmement embêtant. Je m'explique pourquoi. Le risque, typiquement, c'est de permettre au noir de faire cavalier D4. Vous voyez. Là, la prise n'est pas une menace parce que vous pouvez récupérer de la dame et tout va bien, vous gardez un petit roc extrêmement solide. La menace, c'est vraiment quand les noirs arrivent à faire cavalier D4, ça devient très embarrassant. Pourquoi? Parce que ici, on n'a plus aucun moyen de défendre le cavalier F3, et qu'est-ce qui va se passer au prochain coup? Bah, les noirs vont prendre, on est obligé de prendre du pion, G, et voilà. Bah voilà, maintenant la colonne G est ouverte sur notre roi blanc qui devient extrêmement fragile. Les noirs continuent avec K et H5. Ils ont la case F4 maintenant qui devient accessible. La dame qui va venir à proximité. Et comme ici la fenêtre elle est ouverte, notre roi qui est extrêmement fragile. Ça c'est typiquement ce qui peut arriver quand on ne fait pas attention et qu'on se prend ce clouage extrêmement désagréable du cavalier F3 sur la dame D1. Et par symétrie ça fonctionne aussi pour ce clouage, hein, pour les noirs. Alors du coup, comment éviter ça? Il y a différentes solutions à retenir. Souvent, avant de faire petit roc, du coup, vous pouvez peut-être opter pour H3 pour empêcher le fou G4. Et comme ça, uniquement après, vous faites petit roc et vous n'avez jamais ce clouage qui est extrêmement embêtant. Une autre solution possible, c'est quand le clouage il est déjà présent, vous pouvez chercher à défendre le cavalier par une autre pièce. Et comme ça, après, la dame pourra partir du clouage. Elle ne peut pas partir tout de suite, bien sûr, parce que, vous voyez, il n'y a plus personne qui défend le cavalier, et malheureusement, sur la prise, on sera obligé de reprendre du pion, avec les inconvénients qu'on a dit sur le roi blanc, qui devenait un peu trop ouvert. Et donc, c'est pour cela que la bonne solution, c'est que d'abord, on défend avec une autre pièce, et après, on enlève la dame, et vous voyez, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus ce clouage, et donc après, on pourra, par exemple, enfin bouger le cavalier, et du coup, on s'est débarrassé de ce clouage qui était extrêmement embarrassant. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu l'idée.
Ensuite, le neuvième principe, c'est quoi? C'est que quand vous allez attaquer un roi adverse qui a fait petit roc, il faut vraiment chercher à ouvrir les lignes sur ce roi. Et donc il faut faire en sorte, si vous voulez, que ces colonnes H, G et F soient plus des colonnes fermées où il y a plein de pions dessus, mais il faut que ce soit des colonnes ouvertes pour que vos pièces puissent venir attaquer directement le roi adverse. C'est pour cela qu'ici le bon coup par exemple c'est H5. Et ça va toujours passer par ce genre de coup où vous allez pousser un pion et chercher à rentrer en contact diagonal-diagonal avec un pion adverse, comme ça vous allez l'échanger et du coup la colonne s'ouvrira pour commencer à attaquer le roi adverse. Ici les noirs ils se disent bon bah je peux juste manger le pion, merci, mais en fait nous c'est exactement ce qu'on a cherché à faire. Merci d'avoir ouvert la colonne pour moi, on fait G4, on attaque le cavalier qui doit repartir en F6 et maintenant on joue fou H6. Regardez ce qui se passe maintenant. Si les noirs jouent pas très bien sûr, voilà la dame qui débarque en H6 et ça c'est grâce à la tour H1 qui a maintenant la colonne H ouverte. Le roi recule en G8 et maintenant G5 et malheureusement le cavalier qui n'a pas beaucoup de cases. S'il part, il y aurait dame prend H7, échec et mat. Et vous voyez l'intérêt du coup d'avoir ouvert la colonne H. Et s'il partait ici en H5 pour faire blocus, on a pas mal d'options, par exemple KG G3, et au prochain coup on va manger le cavalier. Et le cavalier ne peut pas manger notre cavalier parce qu'il y aurait encore une fois dame prend H7, échec et mat. Vous voyez l'intérêt d'avoir ouvert les colonnes sur le roi adverse. Mais du coup, vous pouvez en déduire la règle suivante, c'est que du coup, quand on va chercher à défendre notre roi, et bah du coup, on va plutôt chercher à garder ces colonnes fermées. Ici, par exemple, si on fait pas attention, on joue K et D7, bah au prochain coup, les blancs jouent G5. Et mince, il y a un contact diagonal-diagonal entre ces deux pions et on va devoir accepter l'ouverture des lignes. Quand on prend, on met le fou ici. Et malheureusement, la colonne H s'est ouverte. La tour H1 qui est un petit peu comme ça dans le coin et qui peut attaquer le roi H8, ça devient dangereux. Et donc c'est pour cela ici que la bonne astuce, c'est de jouer fou G7 par exemple. C'est quoi l'idée? C'est que maintenant quand vous jouez G5, vous n'attaquez pas le fou F6, et donc je peux juste jouer H5, et je suis très content, parce que maintenant, la position est totalement verrouillée, fermée, et ça c'est très bien pour mon roi G8 qui est extrêmement en sécurité. Et si vous le faites avec H5, bah maintenant c'est lui que je pousse, et à nouveau, les colonnes H et G qui restent fermées, et mon roi qui est extrêmement en sécurité. Le 11e principe, c'est lequel? C'est quand vous avez ce petit roc comme ça, attention au mat du couloir. Ici, vous voyez, on aurait très envie, par exemple, de cette tour B8, la faire rentrer dans le camp adverse avec tour B2, mais attention, il y a tour E8, mat du couloir. Et donc la petite astuce à connaître, c'est souvent ce petit coup de pion ici, H, qui va nous permettre d'avoir une case de fuite pour fuir en cas de potentielle menace de mat du couloir. Alors souvent ça va être le pion H parce que si vous poussez le pion F ou G, ça va créer un peu trop de courant d'air à proximité de votre roi, ce qui est moins le cas avec H6. Donc là vous voyez H6 c'est parfait, on attaque ici le cavalier qui doit repartir, et maintenant on peut par exemple faire rentrer la tour dans la seconde rangée adverse, elle devient très dangereuse, et là maintenant sur tour 8 l'avantage c'est quoi? C'est que grâce à H6 on a la petite case de fuite, et il n'y a pas du coup mat du couloir, et on va pouvoir continuer l'initiative ici sur la seconde rangée. Le 12e principe, c'est quoi? C'est que, je vois ça d'ailleurs beaucoup chez les joueurs qui débutent, il faut toujours se demander, attention, le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Là, vous voyez, quand les blancs jouent K et G5, il faut se dire, ah, mais qu'est-ce qui menace avec K et G5? Et là, on voit que F7 s'est attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois. Et donc là, les noirs, ils vont poser leur pion en D5 pour intercepter cette attaque, de telle sorte que F7 ne soit plus suffisamment attaqué. Et là, pareil, avec les blancs, on va se dire, mais D5, le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qui menace? Ah, il menace le fou. Et donc, on va prendre ici en D5. Et là, les noirs, pareil, ils vont se dire, ah, mon adversaire avec les blancs, qu'est-ce qui menace avec son dernier coup? Ah, E prend D5, ça menace le KC6. Donc je vais bouger mon cavalier en A5. Et là, pareil, avec les blancs, on va se dire, ah, le dernier coup des noirs, qu'est-ce qui menace? Ah, en jouant cavalier A5, il menace mon fou en C4. Donc je vais jouer fou B5. Ça, c'est un bon réflexe à adopter au début,
quand vous débutez, parce que ça va vraiment vous donner ce réflexe de se dire attention, le dernier coup de mon adversaire, est-ce qu'il menace une prise, un échec dangereux? Et à force de pratiquer cela, ça va vraiment devenir comme une seconde nature de vérifier cela. Ensuite, le 13e principe, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que face à une attaque, vous avez toujours 3 solutions pour vous défendre. Par exemple, ici, si les noirs jouent fou G7, regardez ce qui se passe au niveau du pion E5. Nous, avec les blancs, on le défend 2 fois, et les noirs, ils l'attaquent 3 fois. Donc il y a plus d'attaquants que de défenseurs. Et dans ce genre de situation, on aura toujours 3 solutions. La première solution, ce sera de fuir. Donc on peut jouer E prend D6, c'est une façon de fuir, et du coup on va pas perdre le pion E5. La deuxième solution, ça peut être de rééquilibrer le ratio attaquant-défenseur, donc on peut le faire avec fou F4, donc vous voyez désormais on a 3 défenseurs et il y a 3 attaquants, donc en rééquilibrant le ratio attaquant-défenseur, finalement on ne perd pas de pion. Et la dernière solution, ça peut être de contre-attaquer, donc par exemple on ne défend pas le pion E5, mais on va instaurer une menace d'égale importance, voire d'importance plus importante ailleurs, avec C5. Là, vous voyez, les noirs n'ont pas le temps de manger le pion E5, alors même qu'ils ont plus d'attaquants que de défenseurs, parce que j'ai instauré une menace plus forte ailleurs, avec C5 qui attaque le cavalier P6. Donc à retenir, vous avez toujours ces 3 solutions quand vous devez faire face à une attaque. Le 14e principe, c'est quoi? C'est il faut toujours regarder en priorité les coups les plus forcés. C'est quoi un coup forcé? C'est un coup après lequel votre adversaire n'a pas beaucoup d'options. Ça, pourquoi c'est intéressant? Eh ben parce que ça vous permet de réduire vos chances de vous tromper, vu que c'est assez simple d'anticiper ce que l'adversaire doit faire, vu qu'il n'a pas 36 000 options. Et ça peut vous permettre de trouver des séquences, des fois, qui gagnent la partie en ligne. Ici, par exemple, vous voyez, avec les blancs, on pourrait être tenté de se dire « Ah bon, bah tiens, je vais terminer mon développement, peut-être mettre mon cavalier en D2, mon fou en E3, ainsi de suite. » Attention, prenez le réflexe de checker les coups forcés en priorité, les échecs, les prises et les menaces. Là, par exemple, regardez, fou prend E6. C'est une prise. Les noirs n'ont pas le choix. Ils doivent prendre le fou E6, sinon ils auraient une pièce de moins. Donc ils font dame prend E6. Et regardez maintenant, dame A4, c'est un échec. Les noirs n'ont pas 36 000 options. Ils doivent parer l'échec. Donc ils vont jouer C6. Et voilà, dame prend A5, c'est une prise. Et maintenant, on a gagné une pièce. Donc vous voyez ici, la séquence, elle est relativement simple. Et l'adversaire ne peut pas vraiment la parer parce que c'est extrêmement forcé. Et on a une pièce de plus. Et ça aurait été dommage de passer à côté de ça et de juste se dire « Ah, bah je développe mes pièces ». Ou ici, on n'aurait pas eu de pièce de plus. Alors, le 15e principe, c'est quoi? C'est éviter de vous créer plusieurs îlots de pions parce que cela a tendance à fragiliser vos pions et réduire votre capacité à bien contrôler l'échiquier. Ici, regardez, j'ai mis une position assez atypique où vous avez les blancs qui ont des très mauvais pions qui sont doublés un peu partout et isolés. Cette position, par l'ordinateur, elle est jugée totalement perdante pour les blancs. -6, donc c'est comme si en fait les noirs avaient une dame de plus carrément. Regardez ce qui se passe. Avec les noirs, je joue cavalier E6. Avec les blancs, vous sortez aussi votre cavalier et cavalier F3. Là, je joue KSC5 avec les noirs. Là, imaginez que les blancs veulent attaquer un pion. Ils jouent KSG5, ils attaquent le pion ici en H7. On joue juste H6. Et le cavalier revient ici en F3. Et là, les noirs jouent cavalier E4. Et là, vous voyez, par exemple, on a énormément de mal à empêcher ce cavalier de venir dans notre camp. Pourquoi? Parce que, par exemple, la case E4 sur laquelle s'est installé le cavalier, comme notre structure de pion est très mauvaise, on n'a aucune capacité à contrôler la case E4. Et donc, ça veut dire que finalement, on laisse le cavalier s'installer où il veut chez nous. Et ça, c'est le résultat d'une mauvaise structure de pion. Et aussi, quelle est la deuxième conséquence d'une mauvaise structure de pion? C'est que regardez le pion C3. On ne peut plus le défendre. Au prochain coup, il va tomber. Il va tomber, et ça, c'est le résultat de quoi? D'une mauvaise structure de pion. Parce qu'on n'a pas de pion ici, en B2 et en D2, et personne ne peut défendre le pion C3, parce que nos pions sont éparpillés. Et si on joue C4, regardez ce qui se passe. Cavalier prend G3. Ok, donc ça, voilà, évitez de vous créer plusieurs îlots de pions. Alors, le 16e principe, c'est quoi? C'est que, au niveau des pions, quand vous allez attaquer des pions adverses, il faut toujours chercher à attaquer la base de la chaîne de pions. Pourquoi? Parce que, regardez ici, il y a une chaîne de pions chez les blancs. Alors, on va toujours chercher à attaquer la base. Et surtout pas E5. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous attaquez 10 000 fois, ici, le pion E5. Même si vous attaquez ce pion 10 000 fois, même si vous avez plus d'attaquants, quand vous allez prendre, vous allez vous faire remanger par un pion adverse. Et donc au final, vous aurez quand même perdu une pièce.
Et donc c'est pour cela qu'il faut chercher à attaquer la base des chaînes de pions. Parce que la base de chaîne de pions, c'est un pion qui n'est pas défendu par un autre pion. Et donc il est beaucoup plus fragile dans cette situation. C'est pour cela ici, par exemple, on peut prendre en D4, les blancs prennent en D4, et là vous voyez, on va plutôt se concentrer sur l'attaque du pion D4 que le pion E5, parce que lui n'est pas défendu par un autre pion, et donc il est très fragile. Regardez, cavalier C6 par exemple, cavalier F3, dame B6. Vous voyez, on commence à attaquer la base de la chaîne de pions. Et si les blancs jouent pas très bien, regardez ce qui se passe. Tout d'un coup maintenant, on a attaqué 3 fois le pion D4, et il ne peut pas être défendu par un autre pion. Et les blancs ne défendent que 2 fois le pion D4. S'ils veulent continuer à défendre le pion D4, ils devraient jouer fou E3, mais le problème de fou E3, c'est que le fou ne défend plus le pion B2, et on aurait dame prend B2. Là, vous voyez, c'est typiquement ce qui arrive quand on se concentre plutôt sur l'attaque de la base d'une chaîne que sur son extrémité. Alors, 17e principe, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre les tours sur les colonnes ouvertes et semi-ouvertes. Pourquoi? Et bien, regardez ici la tour A1 et la tour F1, elles sont extrêmement passives, parce qu'en fait, elles tapent directement sur votre propre pion. Donc, elles ne sont pas vraiment très utiles et elles menacent pas grand chose. Donc c'est pour cela qu'on va souvent chercher à mettre nos tours sur les colonnes ouvertes, parce que regardez là, c'est magnifique. Au lieu de contrôler ici une case devant, la tour ici en E1 va contrôler 7 cases devant, et en plus, elle menace potentiellement de rentrer dans le camp adverse à tout moment. Aussi, quand vous prenez la colonne ouverte, et ben vous empêchez l'autre de la prendre, ce qui va vous permettre de dominer totalement cette autoroute qui s'est créée en plein milieu de l'échiquier. Si par exemple les noirs veulent mettre leur tour en opposition pour aussi chercher à prendre le contrôle de la colonne ouverte, ici vous pouvez juste prendre, et après vous venez réinstaller l'autre tour, et finalement c'est encore vous qui dominez la colonne ouverte. Alors, le 18e principe c'est quoi? C'est que imaginez que vous avez la colonne ouverte, mais que vous n'arrivez pas à rentrer dans le camp adverse. Ici, c'est le cas, vous voyez. La case E8 est bien contrôlée par les noirs, la case E7, elle est bien contrôlée par les noirs, la case E6 est bien contrôlée par les noirs. Donc en fait, notre tour E1, elle a du mal à rentrer dans le camp adverse. Et bien là, une très bonne technique à faire, c'est de doubler les tours. Vous faites tour E2, et après vous faites tour AE1. Et donc en fait, vous renforcez votre domination de la colonne ouverte, et vous vous tenez prêt à n'importe quel moment pour rentrer dans le camp adverse quand l'opportunité va se présenter. Aussi, en doublant les tours, l'avantage c'est que vous empêchez l'autre de challenger, de prendre également le contrôle de la colonne E. Maintenant, par exemple, tour E8, ce n'est plus possible, parce que juste on gagne ici une pièce. Après tour prend E8, Kay prend E8, et tour prend E8. Donc en fait, doubler les tours, ça permet aussi d'accentuer votre domination sur la colonne ouverte. Alors le 19e principe, c'est quoi? C'est que une fois que vous aurez votre tour sur la colonne ouverte, après il faut chercher à rentrer en 7e rangée adverse, au 8e rangée. Alors on va s'intéresser ici à la 7e rangée. Pourquoi c'est particulièrement intéressant? C'est assez simple. C'est que en fait, quand vous attaquez, vous voyez les pions comme ça adverses sur la 7e rangée, c'est particulièrement puissant. Et laissez-moi vous le démontrer si on l'avait fait en les attaquant par devant. Bah, quand on attaque les pions par devant, le problème c'est que ils se soutiennent mutuellement. Ici les noirs jouent A6 et le collègue B7 défend le pion A6. On joue tour B3, on attaque le pion B7, mais le problème c'est qu'il joue B6 et le collègue défend le pion B6. On joue tour C3, mais le problème c'est qu'il joue C5 et le collègue défend le pion C5. Bref, la tour est constamment gênée parce qu'il y a une synergie dans la défense des pions. Mais le problème pour les noirs, c'est que si maintenant j'attaque les pions via la 7e rangée, bah là en fait les pions sont alignés un à un, et si lui bouge, bah finalement c'est le collègue à côté qui tombe. Donc vous voyez, il n'y a aucune synergie au niveau de la défense ici lorsque on attaque les pions via la 7e rangée. Ça force les noirs du coup à mettre leur tour en défense du pion C7, mais du coup les noirs ont une tour qui est extrêmement passive ici, juste bloquée, dont le seul rôle est de défendre un pion. Ensuite, le 20e principe, c'est quoi? C'est que dans les positions ouvertes, privilégiez les fous, et dans les positions fermées, privilégiez le cavalier. Vous voyez ici, la position est extrêmement fermée, et regardez comme ce cavalier est extrêmement heureux. Il vient en D5, il attaque le fou, vous allez en F8, et il va aller se balader en F6, et hop, il va aller croquer ici en H5. Vous voyez, en fait, de par le fait que le cavalier a la capacité de sauter par les pièces, au-dessus des pièces, et bah du coup, en fait, il
il fait abstraction du fait qu'il y a des obstacles qui le dérangent. Et juste, il est dans son élément. Alors qu'à l'inverse, vous voyez, le fou, comme il ne peut pas sauter par-dessus d'autres pièces, bah en fait, il fait constamment face à des murailles de pions qui le dérangent dans son action. Et donc, le fou est extrêmement passif. Imaginer que le fou aille en D8, et bah, il fait face à son propre pion. Imaginez que le fou va ici en F8, il fait face à son propre pion. Ensuite, donc c'est pour cela que dans ces positions fermées, on va privilégier le cavalier. Et à l'inverse, dans les positions ouvertes, on va privilégier le fou. Ensuite, le 21e principe, c'est quoi? C'est en finale, pensez à centraliser vos rois, pensez à utiliser votre roi comme une pièce active. En fait, vous voyez ici, ce serait difficile de conclure la partie avec les blancs, juste avec le fou. Pourquoi? Parce que tous les pions noirs sont sur case blanche, et notre fou est de case noire. Donc on aurait du mal à attaquer les pions noirs. Mais on peut ici activer notre roi. Et vous voyez, on peut juste faire roi F2, et puis roi E3, et puis roi D4, et puis roi C5, et puis roi B6, et puis on va manger en B7, et quand on va manger en B7, après on va manger en A6. Et ça, contrairement au milieu de jeu ou à l'ouverture, c'est quelque chose qui est tout à fait valable en finale. Pourquoi? Parce qu'en finale, comme il n'y a plus beaucoup de pièces, et notamment étant donné que les dames ont disparu, en fait, le bénéfice qu'apporte un roi actif compense et est largement supérieur au risque que vous avez de vous faire mater. Et donc là, vous voyez, comme les noirs, ils ont que un cavalier, il y a assez peu de chances qu'avec juste un cavalier, les noirs réussissent à poser des problèmes au roi blanc et à le mettre échec et mat. C'est impossible. Et donc là, très clairement, parce que ce risque de se faire mater est très faible, eh ben, on n'hésite pas à activer notre roi et à l'utiliser comme une pièce active pour rentrer dans le camp adverse et chercher à aller manger les pions adverses. Ensuite, le 22e principe, ici en finale, c'est quoi? En finale, c'est très important d'identifier votre majorité de pions et ensuite de l'utiliser et de la pousser pour créer un pion passé. Ici, par exemple, vous voyez, très au noir, quand on regarde cette position, essayons d'identifier une majorité de pions. C'est quoi une majorité de pions? C'est une zone de l'échiquier où vous avez plus de pions que l'adversaire. Là, quand on regarde ici au niveau des colonnes A, et B et C, vous voyez, on a 2 pions et les blancs ont 2 pions. Donc ici, il n'y a pas de majorité. Par contre, regardons ici au niveau de l'aile roi. Alors si on fait comme ça, vous voyez, si on regarde les colonnes E à H, effectivement, il y a 3 pions blancs et il y a 3 pions noirs. Donc on se dirait qu'il n'y a pas de majorité. Mais on peut aussi chercher à voir sur juste 2 colonnes. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Quand on regarde les colonnes G et H, ce qu'on remarque, c'est que ici, on a nous 2 pions, alors que les blancs ont qu'un seul pion. Et donc ici, on a clairement une majorité de pions au niveau de l'aile roi. Alors, on va essayer de la pousser pour ensuite créer un pion passé. Alors, comment on fait? Il faut toujours savoir que le pion passé va être créé sur la colonne où l'autre n'a pas de pion. Donc ici, sur les colonnes G et H, on remarque que les blancs n'ont pas de pion sur la colonne H, donc très clairement, le pion passé va être créé via la poussée H4. Et donc, comment on fait pour faire marcher H4? Eh bien, il faut soutenir par G5. Et au prochain coup, on fait H4. Et ça y est, maintenant, le pion passé est créé. Le pion passé est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce que l'adversaire, il n'a pas de pion pour gêner la progression de notre pion, la définition d'un pion passé. Et du coup, soit notre pion il va filer tout droit jusqu'à la promotion dame et on va gagner la partie, soit au minimum, ça va forcer l'adversaire à devoir ramener une pièce en défense pour gêner la progression de notre pion passé. Mais du coup, qui dit pièces adverses qui sont envoyées comme ça en défense, et dit que sur l'autre zone de l'échiquier, on aura probablement les mains libres pour avoir un effet décisif. Donc on va souvent utiliser le pion passé soit comme une arme qu'on va promouvoir, soit comme une arme de diversion qui va forcer l'adversaire à envoyer des pièces en défense et nous on va en profiter pour créer la brèche sur l'autre zone de l'échiquier que l'adversaire a laissé sans défense. Ensuite, 23e principe, alors quand vous avez plus de matériel, il faut échanger les pièces et pas les pions. Là, vous voyez, on a une pièce de plus avec les blancs, et donc très simple, on a juste à échanger toutes les pièces. En échangeant toutes les pièces, ça devient beaucoup plus simple de remporter la partie, parce que votre avantage matériel sera beaucoup plus simple à mettre en valeur.
Vous voyez, c'est comme une sorte de match imaginé de foot. Bah, si vous êtes par exemple à 11 contre 10, eh bien, c'est pas évident des fois de voir que notre supériorité numérique va créer un avantage décisif. Par contre, imaginez qu'on passe à 10 contre 9, puis à 6 contre 5, puis à 4 contre 2, puis à 4 contre 3, je veux dire, puis à 2 contre 1. Ah bah là, à 2 contre 1, très clairement, ça va créer une énorme différence. Donc c'est pour cela que quand vous avez beaucoup plus de matériel, échangez les pièces. Et à l'inverse, n'échangez pas les pions. Et vous allez voir pourquoi, c'est la règle suivante. Et ensuite, le 24e principe et le dernier, bah là, vous venez de voir, c'est que dans cette position, ici avec une pièce de plus, on est clairement gagnant avec les blancs. C'est très facile à jouer. Le cavalier va manger tous les pions noirs. Mais regardez ce qui se passe si tout d'un coup on fait disparaître tous les pions. Ah, bah mince, regardez, j'ai fait disparaître tous les pions. Et en faisant disparaître tous les pions, tout d'un coup la position devient match nul. Parce qu'il est impossible de faire échec et mat avec juste un cavalier. Et donc c'est pour cela que, quand vous êtes en défense, que vous avez du matériel en moins, et ben vous devez chercher à échanger les pions et pas les pièces. Parce que du coup, en échangeant tous les pions, même si l'autre il a beaucoup plus de matériel par rapport à vous, par exemple une pièce, un fou ou un cavalier, et bien très souvent ce ne sera pas assez pour gagner la partie. Parce qu'on sait que un roi plus un fou contre un roi, c'est pas assez pour faire échec et mat. Là de même, vous voyez, un roi et un cavalier contre un roi, c'est pas assez pour faire échec et mat. Et donc très souvent, en échangeant les pions, jusqu'au dernier pion adverse, ça va vous donner cette opportunité d'arriver dans une position finale qui est connue, où l'autre, malgré son avantage matériel, n'a pas assez pour vous mettre échec et mat. Donc voilà, c'était les 24 principes essentiels aux échecs. Ouverture, milieu de jeu et finale couvert. Et donc j'espère que maintenant vous êtes prêts pour appliquer ces principes et progresser. Ciao ciao.